Je suis que c'est mon collègue qui a traité ça. Ok, je vais vous donner un autre petit secret. Lorsqu'on vous donne un sujet sur la définition du traité, qui a sa convention de Vienne du 23 mai 1969? Qui a ça? Hein? Personne n'a téléchargé ça. Voilà, même si c'est dans le téléphone. Vous ouvrez donc, vous allez lire le premier article. Ce qu'on entend par traité. Là, je vais vous donner un secret. Là, si ça vient à l'examen, vous allez juste vous baser sur ça. On peut vous dire à l'examen, définissez le traité selon la Convention de Vienne du 23 mai 1969, où on vous donne sujet l'article 1er alinéa A de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, qui parle de la définition du traité. Qui a trouvé? Oui, est-ce que vous pouvez lire pour que nous tous, nous puissions écouter et que nous puissions sortir? Au fait de la présente convention, l'expression traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument public ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. Voilà la définition du traité. Un étudiant futé serait basé sur cette définition pour nous sortir un plan normalement constitué, un plan cohérent. On a dit le traité, c'est un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international. La problématique ici, c'est laquelle? La problématique ici, c'est laquelle? Oui. Comment est-ce que le droit international régit le traité? C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Il y a une autre problématique, oui. Comment cerner la notion de traité? Comment peut-on appréhender la notion de traité? Qu'est-ce que le traité? Est-ce qu'on se fait comprendre? Le traité, les sujets avec les articles imposent la définition. Alors, de façon simple, qu'est-ce que le traité? Comment peut-on appréhender le traité? Voilà. La définition nous dit donc que le traité est un accord international conclu par écrit entre les États. Moi, ça me fait mon grand 1. Le traité, un accord international conclu par écrit entre les États et régi par le droit international. Ça me fait mon grand 1 parce que je divise cette définition en deux. Ça fait grand 1. Grand 2 nous dit quoi? La deuxième partie nous dit quoi? Quel est le contenu? Ou connexe. Connexe, continue. Et quelle que soit dénomination particulière. Grand 2, la diversité ou bien la pluralité des dénominations du traité. Vous pouvez écrire, hein? On peut vous donner l'article, hein? L'article, c'est comme ça que vous faites. Ne compliquez rien. La définition du traité, tous les éléments sont dans la définition. C'est dans la pluralité. La pluralité des dénominations du traité. La pluralité des dénominations du traité. On a dit que le grand 1, c'était quoi? Un accord international conclu par écrit entre les États et régi par le droit international.
Ça fait grand 1 et ça fait grand 2. Alors, revenons donc au grand 1. Revenons donc au grand 1. Il nous faut ressortir un grand A et un grand B. Attendons le Sawa Boy. Ouais. Chez nous, ici au Cameroun, quand tu enfiles comme ça, on dit que tu es Sawa. Tu es Sawa, ça veut dire que tu es... C'est une tenue traditionnelle chez les Sawa. Ok? Mais sauf que lui n'a pas sorti les oreilles. Chez nous, on sort les oreilles du pagne. Alors, quand tu marches avec, tu es comme un notable, tu es un chef du village. N'est-ce pas? Ah oui, pour les danseurs, il faut tourner le rein. Il faudrait que ça soit bien. C'est que si un jour tu vas nous montrer tes piches ici. Alors, grand 1, un accord international conclu entre les États par écrit, non? Maintenant, grand A, ça sera quoi? Le traité, un accord international conclu par écrit, grand A. Un accord international conclu par écrit entre les États. Ça, nous sommes dans le commentaire d'article. Ce qui est dit depuis, on parle de l'article, oui. Le traité, un accord international entre États. Un accord international conclu par écrit entre les États. Je suis dans le commentaire d'article. Dans le commentaire d'article, vous pouvez mettre un verbe. Commentaire d'article. Le commentaire d'article. Le sujet, c'est, selon la Convention de Vienne du 23 mai 1969. Je ne suis pas dans la dissertation juridique, je suis dans le commentaire d'article. Parce que vous avez dit, on peut vous donner le sujet, comment vous allez laisser de la dissertation juridique, comme le commentaire d'article. Quand on vous donne le commentaire d'article, n'inventez pas, vous vous basez uniquement sur l'article pour reproduire. Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà. C'est pourquoi je me permets de mettre les verbes conjugués. C'est bien qu'en dissertation juridique, on ne met pas les verbes conjugués dans les titres. OK? Voilà. Alors, maintenant, petit 1, petit 2. J'ai dit le grand A, c'est un accord international conclu par écrit entre les États. Un accord international conclu par écrit entre les États. Le grand A. Le grand A, c'est le grand A. Dans le grand A, on a ajouté régi par le droit international. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut, oui. Oui. Un accord international par écrit entre les États et régi par le droit international. Par le droit international. Ça, c'est le grand A. Maintenant, le grand A, tu divises ça en deux. Vous voyez un peu? Le régi sera à part. Le régi par le droit international sera notre grand B. Est-ce que c'est bon maintenant? Voilà. Maintenant, petit 1, petit 2 du grand A, nous aurons quoi? Qui peut nous donner? Qui est futé? Qui a compris? Non, la Convention de Vienne n'intervient pas ici, oui. Donc, on voit un accord international conclu entre États d'abord. Oui. On va voir les formes, si ce n'est pas écrit, mais on va voir là-bas. Tu as quand même le truc là, mais tu n'utilises pas les thèmes qu'il faut. On va voir un accord international écrit engageant des États. Non, pas ça. Qui d'autre? Poussez un peu la réflexion. C'est devant vous. Petit 1, le caractère écrit du traité. Le caractère écrit du traité. Parce qu'on a dit que le traité est un accord international qui est écrit, non?
Voilà, ça veut dire petit 1, le caractère écrit du traité. Petit 2 alors, qui trouve? Non. Tu es quand même, la première réponse était quand même ça, mais utilise un autre thème pour embellir. Tu peux toujours utiliser le caractère. Oui. Oui. C'est le grand A que tu viens de donner. Ça veut dire que vous n'êtes pas avec nous. On a dit grand 1. Le traité est un accord international conclu par écrit entre les États et régi par le droit international. Notre grand A maintenant, c'est le traité, un accord international conclu par écrit entre les États. Est-ce qu'on se fait comprendre? Notre grand B sera le traité, un accord régi par le droit international. C'est bon maintenant. Donc, comme vous voulez que vous trouviez le grand B, ça va, j'ai déjà donné. Petit 2, le caractère interétatique du traité. Ça, ce sont les termes de droit international. Quand vous écrivez comme ça, même celui qui vous corrige, c'est qu'au moins vous comprenez le langage de droit international. Le caractère interétatique du traité, ça veut dire que le traité s'effectue entre les États. Entre les États. Grand B. Grand B. Vous voyez que nous sommes toujours dans notre définition. On n'a pas quitté la définition. Nous sommes toujours là. Parce qu'on ne peut pas vous donner, par exemple, la définition du traité. Ça serait un peu facile. On peut un peu compliquer la tâche en disant, en vous donnant le sujet, l'article 1er alinéa A du traité de la Convention du 23 mai 1969. Point. Sujet. Si tu n'as pas lu, tu vas commencer à couder le voisin. Tu as écrit quoi là-bas? Grand B, le traité, un accord régi par le droit international. Un accord régi par le droit international. Grand B. Un accord régi par le droit international. Un accord régi par le droit international. Un accord régi par le droit international. Alors, qui peut nous trouver le petit 1 et le petit 2? J'espère que mon type là m'a écrit. Qui peut nous trouver le petit 1 et le petit 2? Quand on dit que quelque chose est régi par, ça veut dire quoi? Des fois, c'est le français. Dès que vous permettez, ou comme vous définissez le terme, ou bien vous comprenez, ça vous permet facilement de sortir les normes internationales du traité. Là, tu es dans le général. Dans les normes internationales du traité, il y a deux types qui interviennent. Et si je donne ça, vous allez facilement trouver. Je vais revenir. Oui. La reconnaissance du traité par le droit international. Si tu ajoutes quelque chose à la fin, tu trouves. Non. Tu as dit conventionnel. Très bien. En droit international, nous avons deux types. Nous avons le droit international conventionnel et le droit international non conventionnel. Ça veut dire quoi? Quand on dit que quelque chose est régi par, soit la chose est encadrée par, soit la chose se soumet à l'idée centrale ou bien à la matière centrale. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ça veut dire que le droit international ici, quand on parle du droit international public, nous avons le droit international conventionnel et le droit international non conventionnel. Ça veut dire que le traité se soumet au droit international conventionnel et se soumet au droit international non
conventionnelles. Votre premier chapitre, c'est quoi? Les sources conventionnelles. La source conventionnelle, qui est quoi? Le traité. Et après, on vous dit les sources extra ou bien les sources non conventionnelles, à savoir la coutume internationale. Et lorsqu'on parle de la coutume internationale ici, là, qui peut me citer un exemple de coutume internationale? Quand on dit coutume internationale, ça veut dire que tous les États savent qu'en droit international, c'est si. On peut tout faire lorsqu'on signe nos traités, mais on ne peut pas porter atteinte à cette matière. On ne peut pas porter atteinte à ça. C'est ça les sources non conventionnelles. Le non-recours à la force en droit international. C'est une source qui est déjà non conventionnelle. Ça veut dire que quand vous établissez votre traité, vous devez tenir compte de cet aspect-là. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, petit 1, la soumission du traité au droit international conventionnel, et petit 2, la soumission du traité au droit international non conventionnel. Et prière que tu arrives. Il y a une urgence là, il y a une là, amen. Je m'énerve. Je me fais penser, ma voix aussi m'habiller, vous me jouez. Aujourd'hui, il y a la présentation des vœux à notre recteur et le protocole et tout. On me met en retard, c'est pourquoi vous voyez l'encadreur. Il est un peu comme vous. Quand vous mettez vos... Est-ce que c'est bon? Oui. Le traité est régi et encadré par le droit international. Et se soumet au droit international conventionnel, au droit international non conventionnel. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, quelque chose qui touche à la conscience internationale, le traité ne peut pas, quand vous établissez votre traité, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est quelque chose qui est protégé. C'est une norme coutumière. Quand on vous expliquait la coutume, on vous a fait quoi? Il y a deux aspects de définition de la coutume. Il y a quoi? L'élément pratique et l'élément psychologique ou encore l'opinion juridique nécessaire. Très bien, tu lis ton cours. Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà. Alors, grand 2, on a dit que le grand 2 c'était quoi? La pluralité des dénominations du traité. Qui nous lit encore notre traité? Qui nous lit la deuxième partie? Qui nous lit la deuxième partie de notre définition? Qu'il soit Oui. consigné dans un instrument unique, Dans deux instruments connexes. Voilà. Qu'il soit une dénomination particulière. Bonjour. Alors, qui nous ressort le grand A et le grand B? Oui. L'aspect déjà du traité, je valide. Qui nous sort le grand A et le grand B? Oui. Un instrument normatif multiforme, je suis d'accord. Vous savez que le plan n'est pas statique. Il n'y a pas un seul plan. Il peut y avoir plusieurs plans dans un sujet. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est pourquoi quand il a parlé de la dualité, j'ai validé. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est qu'elle a dit également, je valide. Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà. Grand A donc, on va prendre ce que notre camarade a dit, elle va répéter. Un instrument normatif multiforme. Un instrument normatif multiforme, parce que là, nous sommes dans les formes du traité. On a dit que c'est contenu dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments connexes. Normatif quoi? Multiforme, plusieurs formes. Tu as les thèmes, hein? C'est bien. Elle lit beaucoup. Alors, petit 1, petit 2, c'est facile.
Petit 1 sera quoi? Petit 1 sera quoi? Non. Petit 1 sera quoi? On a dit que c'est contenu dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments corps. Petit 1, petit 2, ou bien les autres instruments ou plusieurs instruments corps connexes. Je vous ai dit que tout ça est devant vous. Ne compliquez rien. C'est le commentaire d'Archie. Voilà. Unique, soit connexe. Voilà, vous détachez simplement. Depuis, on ne fait que détacher. On détache, on détache. C'est visible, non? Quand tu regardes le plan, est-ce que nous sommes bien sortis de la définition? Voilà. Petit 1, contenu dans un instrument unique. Petit 2, contenu dans plusieurs instruments connexes. Quand on dit instrument unique, on vous a présenté la dernière fois la forme d'un traité. La forme d'un traité, nous avons quoi? D'un côté, le préambule et de l'autre côté, le dispositif. Ce sont ces deux parties qui forment le document unique. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est pourquoi on dit c'est contenu dans un instrument unique. Maintenant, quand on dit contenu dans plusieurs instruments connexes, ça veut dire quoi? Oui. Dans le cas des annexes qu'on envoie au traité, c'est-à-dire le document unique d'abord, le premier document. Il peut y avoir des annexes, il peut y avoir des protocoles contenus dans le traité. On peut faire allusion. Réserve. On peut faire allusion à la charte des Nations Unies. On peut faire allusion à la Convention de Vienne. On peut faire allusion encore à quoi? Parce que quand le traité est déjà sur pied, le traité doit entrer dans les normes de droit international pour être conservé et servi de preuve au cas où un État violerait le traité, oui. Non, c'est un traité. C'est un traité, on ne peut pas faire allusion, on ne peut pas intégrer un traité dans un autre traité. Vous voyez un peu, non, oui? Le protocole additionnel sur les droits connexes. C'est un acte dérivé, un protocole dérivé qui peut, mais je ne vous suggère pas d'intégrer ça à l'intérieur. Dans la plupart des temps, prenez les instruments de droit international de façon générale. La Charte des Nations Unies. Est-ce qu'on se fait comprendre? La Convention de Vienne, c'est ça qui encadre les traités. Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà. 23 mai 1969 encadre le traité. Nous sommes en train de lire ça. C'est sur ça qu'on travaille. C'est sur cette base. C'est même ça que vous devez même convoquer en premier. Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà. Quand on voyait les États, il se rend compte qu'un autre État a violé le traité. Il convoque la Convention de Vienne. C'est cette Convention de Vienne là qui encadre le traité. On n'a pas dit le traité de Vienne. On a dit Convention de Vienne. Donc, vous ne pouvez pas convoquer un traité par rapport à un autre traité disant que ça entre dans les documents connexes. C'est impossible. Alors, grand B. Grand B, c'est quoi? Grand B, c'est quoi? C'est devant vous. Ne compliquez rien. Grand B, c'est quoi? Alors, mais tu formes les A rester à la tête. Là? Un instrument à dénomination diverse, oui. Qui d'autre? Les autres dénominations. Les deux derniers mots de notre définition parlent de quoi? Quelle que soit sa dénomination. Quelle que soit sa dénomination
particulière. Donc, on parle de la dénomination particulière du traité. C'est notre grand B. Oui. Au cours de l'examen, si venait à ce qu'on puisse avoir ce genre de sujet, est-ce qu'on autoriserait la convention sur les Nations Unies? Non. Dans la convention, il y a tout ce qui concerne le traité. Conclusion du traité, extension du traité, validité du traité, les effets du traité, les réserves. Si on vous donne ça, ça veut dire qu'on vous a donné le coup. C'est impossible, on ne peut pas vous donner. On ne peut pas autoriser. Si vous lisez cette convention, vous allez voir tout ça. Est-ce qu'on se fait comprendre? Vous allez voir tout ça inscrit à l'intérieur. Alors, on a dit la dénomination particulière du traité. Nous avons quoi en petit 1 et en petit 2? Dénomination standard. Dénomination? Explique pour tes camarades. Quand tu dis dénomination standard, ça veut dire? Dénomination classique du traité. Quand tu dis standard là, tu vois d'autres me regarder là que prof explique un peu. Dénomination classique. Dénomination classique du traité. C'est pourquoi on vous dit, quand on veut émettre une réserve, on ne touche pas à l'objet du traité. Est-ce qu'on se fait comprendre? On ne touche pas à la forme de l'État. On parlait la dernière fois des réserves rigides. On ne touche pas à l'objet et au but du traité. Si tu touches à ça, ça veut dire que tu as changé le traité. Ce n'est plus le traité. Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà. Petit 2. Petit 2. Autre dénomination, par exemple. L'accord. L'accord. Allons-y ensemble, non? Quand on dit autre dénomination, vous pouvez prendre les synonymes ou versets, là, vous quittez derrière les problèmes. Pourquoi vous voulez compliquer? Oui? Oui? Oui. Dénomination figée du traité. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et quand nous sommes en train de parler en gramme, petit 2, non? Les autres dénominations, vous comprenez maintenant? Les autres dénominations. Nous avons quoi? L'accord? Oui. Oui, on peut prendre. Légué, il y a quoi? Une conférence. Conférence, non. Donc, on peut s'arrêter même aux 3 là. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, voilà en réalité ce que vous devez dire si on vous donne un sujet sur la définition du traité selon la Convention de Vienne du 23 mai 1969. Maintenant, pour l'étudiant intelligent qui est futé, si on vous donne sujet, simplement la définition du traité ou bien le traité. Problématique, comment peut-on appréhender le traité? En vous basant donc sur le plan que nous venons de faire, vous enlevez simplement les verbes conjugués. Je vous ai dit que vous donnez un petit secret, non? Je vous ai donné le petit secret. Hein? Pardon? Je dis ceci, n'est-ce pas? Si on vous donne un sujet qui n'est pas un commentaire d'article, c'est une dissertation sur la définition du traité. Bien sujet, la définition du traité, ou bien sujet, le traité. La problématique, c'est laquelle? Comment peut-on appréhender le traité? Maintenant, vous utilisez le plan que nous venons de faire en enlevant simplement
les verbes conjugués et vous trouvez un système, comment jumeler ça pour que les titres soient cohérents. Et c'est tout. Deuxième sujet, c'était quoi? Oui, tu as traité le fait, c'était là hier. De la convention vient, oui. Et j'avais vu d'abord le régime juridique. Comme c'était en classe, oui. J'ai vu le régime juridique applicable, c'est-à-dire le régime par les droits internationaux. Oui. En grand 2, par exemple, oui, en grand 2. Il y avait des éléments caractéristiques, donc j'ai mis des différentes formes. Oui, ça, tu peux mettre les éléments caractéristiques, oui, ça passe. Dans les éléments caractéristiques, tu as mis quoi? Je parlais du fait que c'est écrit. Le caractère écrit, caractère interétatique. Oui. Le régime applicable. Et le régime applicable au traité, tu as mis quoi à l'intérieur? D'abord, la soumission aux normes conventionnelles d'abord. Oui. Et puis les autres. Ok, ça passe. C'est bon. Elle lit beaucoup, hein. Je constate qu'elle lit beaucoup. Elle est juriste. Ah, je comprends maintenant. Tu fais donc comment tu corriges, je sais bien. Le fait international initié dans parce que j'ai préparé. Vu qu'on devait travailler sur le thème des studios, la semaine prochaine, je suis obligé de venir dans ça pour travailler. Voilà un peu. Tu corriges alors ça va. Voilà. Ok. Deuxième sujet donc, dans le traité avec je souffre aussi un peu. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. D'accord, ça me rassure. Bien. Rien, nous avons laissé un sujet en suspens, n'est-ce pas, qui était le fait internationalement illicite. Nous avons ajouté une autre qui portait sur la protection diplomatique et consulaire. C'est bien ça? Bien. Alors, on commence par le fait internationalement illicite. Ça, un gars qui veut rédiger la thèse, il écrit dans tout. Naturellement. Sous des responsabilités. Produit direct ou indirect, produit moral, matériel, les conséquences immédiates, l'obligation de réparer, oui. Ouais. Ouais. C'est ça en fait. Bien. Alors, comme on l'a si bien dit hier, ici, on va évacuer les questions liées au problème, à la problématique, avant tout débat au fond. Parce qu'on ne peut pas traiter d'un sujet sans connaître quel est le problème et la problématique sur laquelle on va s'appesantir. Alors, je l'ai dit hier, il a répété tout ce matin, il n'y a pas de problème ni de problématique standard. Ça n'existe pas. Parce que généralement, lorsque vous allez travailler ensemble, parce qu'il y a les thèmes qu'on va vous laisser pour travailler ensemble, ne pensez pas que ce que l'autre a dit est plus vrai que ce que vous avez dit. C'est une question d'idée, c'est une question d'argument. C'est une question d'idée, c'est une question d'argument. Surtout que le droit international, il est tellement vaste. Il est vaste, il est flexible, il est fluctuant. Donc, prenez-le comme selon que vous l'aurez compris bien. Le fait internationalement illicite. Le problème ici sera lequel? Oui. L'appréhension du fait internationalement illicite. Oui. Problème. La qualification. Vous venez d'ouvrir un tout autre débat. Ah ça, qui d'autre?
Oui. Vous ne pouvez pas respecter un peu le plan de réflexion, tout ça. C'est-à-dire, on va travailler par comprendre les termes clés du sujet. Par exemple, dans notre sujet, il y a le fait international. Quels sont les termes clés? Tout cela pour nous ramener par le plus global. C'est une question de temps maintenant. Ça ne dépend pas de moi, c'est une question de temps. Si j'aurais eu 5 ans, on aurait commencé par ça, vous aurez tout écrit. On ne peut pas tout écrire, c'est ça le souci. Parce que je vous ai dit, l'idéal dans ce travail que l'on fait, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a un devoir que vous allez écrire, et vous venez dire ce que vous avez écrit, on corrige. Parce que si je me mets à écrire, à parler pour que vous écrivez, ça ne va pas vous aider. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Bien. Oui. Comme il y a dans l'introduction, Je veux le problème et je veux la problématique pour ce matin. L'élément constitutif du fait international illicite. le problème, c'est une phrase un peu longue. Ce problème, c'est... Une phrase un peu longue. Lis ta phrase. Pas le souci. Il dit, malgré les normes établies par le droit international pour prévenir et sanctionner ces actes pour le maintien de l'ordre international, certaines grandes puissances parviennent toujours à le déjouer. Où est le problème à l'intérieur? Le fait qu'il déjoue, Il n'y a pas de problème à l'intérieur. Il n'y en a pas. Tu nous as fait une présentation globale sur l'aspect du fait international illicite. Il n'y a pas de problème à l'intérieur. Oui, oui, le monsieur, oui. Moi, je me demandais, là, il s'agit du problème de reconnaissance du fait international illicite. La reconnaissance. La reconnaissance. Oui. On avait dit comme problème l'appréhension du fait illicite. Donc, le problème, la problématique serait forcément comment peut-on appréhender le fait international illicite. Naturellement, ça va de soi. Si on a l'appréhension à un problème, en problématique, ça va de soi, ça coule. Parce que j'ai dit que la problématique était la question du problème. Donc, si on part sur le prisme de l'appréhension, on va entrer dans l'appréhension pour se demander comment peut-on appréhender. Oui. Moi, j'ai parlé de la définition du fait international illicite. Et pour la problématique, la question de savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre au plan du Oui, tout ça entre dans l'appréhension. Oui. Tout ça entre dans l'appréhension. Qui d'autre? Oui. Les conditions d'existence. Maintenant, il y a un souci lorsque, je vous ai dit que lorsque le sujet est ouvert et que vous le délimitez, ça veut dire que la délimitation que vous en faites sera une délimitation pour le grand 1 et pour le grand 2. Ça veut dire, parce que là, le sujet là, il est ouvert. Il est même trop ouvert. Non, en fonction de la délimitation que vous allez en faire, ce sera le plan du grand 1 et du grand 2. C'est-à-dire, comme il a dit les caractéristiques, on attend les caractéristiques en grand 1, les caractéristiques en grand 2. Ne nous dites pas les caractéristiques parce que vous voulez nous faire plaisir et dans le plan, vous nous racontez autre chose. Là, on ne sera plus d'accord. On ne sera plus du tout amis. Et c'est là où on vous met souvent un petit hors-sujet. D'accord? Bien. On va aller sur le prisme de l'appréhension. Le problème sera donc celui-là. Ça me plaît. J'aimerais que, étant donné que hier, on a comme vous avez dit, vous avez dit les questions de la religion. Est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de voir la chose sur un autre aspect, pour donner un peu plus large? Non. Le problème, c'est lequel? J'ai bien dit que c'est un choix que je fais. C'est un choix que je fais. Aimer la facilité, ça va dépendre de vous. Vous avez dit que l'enseignant, c'est 40%, 60%, c'est vous. Si je passe au prisme de l'appréhension, c'est parce que j'ai l'aperçu de l'appréhension est un peu plus vaste, un peu plus large. Parce que si on entre dans tout ce que vous avez dit là par formule, je vous ai dit une chose. C'est que lorsque vous avez pris une idée, vous devez être jusqu'à la gare. Vous la soutenez mordicus. Vous la soutenez mordicus.
Parce que le monsieur qui a parlé des conditions, on attend voir les conditions en grand 1 et les conditions en grand 2. Qui a parlé des conditions là tout à l'heure? Oui, lisez un peu votre plan sur les conditions. En grand 1, les éléments constitutifs du fait internationalement. Ce n'est plus une condition. Vous avez dit les. Le problème pratique sera quels sont les. Et vous devez commencer à les citer en grand 1 et en grand 2. Direct. Monsieur, il donne la problématique. Non, je n'ai pas fini avec le monsieur Janvier. Quels sont? Vous classifiez, vous catégorisez et vous citez. Quelles sont les conditions? Grand 1, la commission d'un fait internationalement illicite. Grand 2, la violation d'une obligation. Tu commences à citer. Tu nous as dit les conditions, tu attends les conditions en grand 1 et en grand 2. C'est exactement de ça qu'il est question. C'est pour ça que je vous ai dit que ne copiez pas le cours avec une problématique arrêtée. Non, vous allez vous perdre. Parce que le monsieur, quand il a vu les conditions, dans la partie, comme il y a les éléments d'introduction là, il a copié ça, il a dit que c'est les conditions pour lui. Rien à voir. Parce que les conditions sont dans l'ensemble de la partie du cours. C'est-à-dire que tout le fait international, ici, là, renvoie à tout l'ensemble des conditions là. Les conditions d'application, les conditions de responsabilité, tout ça, c'est mélangé. La réparation. Et comme il a voulu fuir ça, il est tombé dans les éléments constitutifs qui n'ont plus rien à voir avec les conditions. Ça me plaît. Je vous en prie. Vous avez énuméré tout à l'heure que, c'est-à-dire l'étudiant ne doit pas se figer dans les conditions énumérées. Nous le savons pertinemment que les étudiants sont animés. C'est une grille qui donne à l'étudiant l'image de percevoir la connaissance du cours. Comment vous pouvez dire de rester calme? J'ai dit ceci. Vous allez faire un recours au cours et non pas un retour au cours. Vous faites un recours au cours et non pas un retour au cours. C'est-à-dire que vous servez du cours pour avoir des éléments de réponse, vous ne plagiez pas le cours. Un recours au cours et non pas un retour au cours. Donc, oui. si comme problème, je vois comme problème, quelle est la responsabilité internationale? À quoi on voit la responsabilité internationale? Ça crée un problème dans le plan. Bon. Si vous parlez de responsabilité dans les faits internationaux illicites, c'est la conséquence du fait international illicite qui entraîne justement la responsabilité. On ne peut pas parler de responsabilité sans avoir au préalable vu qu'est-ce que le fait international illicite qui est conséquence. C'est comme saisir le serpent par le milieu. C'est pourquoi je vous l'ai dit que le fait international illicite est assez longiligne. Donc il faut savoir où le saisir en fonction de la problématique que vous allez choisir. Si vous choisissez les conditions, ce n'est pas faux, mais dites-nous quelles sont les conditions. Si vous choisissez les caractéristiques, ce n'est pas faux, mais dites-nous quelles sont les caractéristiques. C'est-à-dire, ne nous faites pas une problématique bateau pour avoir un plan sectoriel. Non, pas du tout. Oui. Oui. Généralement, c'est ce que je conseille aux étudiants parce que le plus important n'est pas d'avoir tout le cours, mais le plus important, c'est d'avoir des éléments permettant de répondre à la problématique, au sujet. Parce qu'on ne vous demande pas de reproduire tout international, puis on vous demande de répondre à une question précise qui est le fait internationalement illicite. J'ai deux problématiques que j'aime bien vous suggérer, qui sont globales. Une minute, s'il vous plaît, globales, qui renvoient soit à la préhension, soit à la conception. Si vous dites par exemple, quelle conception peut-on avoir du fait international illicite? Dans la conception, on a la définition. Dans la conception, on a les conditions. Dans la conception, on a les caractéristiques. Dans la conception, on a les conséquences. Dans la conception, on a les effets. Dans la conception, on a le régime juridique. On a tout à l'intérieur. Tout y est. Tout y est. Sommes-nous obligés de tout dire? Justement, c'est comme pour vous faire comprendre que si vous voulez si vous voulez tout dire, c'est-à-dire que parfois les éléments viennent en bloc. Vous voyez votre cours et vous voulez tout renvoyer. Vous prenez le problème de la conception, de l'appréhension, et vous le classifiez maintenant en fonction de vos idées pour avoir les grands 1, grand 2, ainsi de suite. Mais ne nous donnez pas une problématique qui sera différente du plan. Vraiment pas. Toujours dans le même sens, j'ai remarqué lorsqu'on a traité la définition du crédit. Donc,
Ce qui nous a facilité la compréhension, c'est le fait qu'on s'est basé directement sur la définition du traité pour traiter notre problème. Oui. Et je pense que dans ce sujet-là, comme vous l'avez dit, c'est très ouvert. C'est-à-dire ça va un peu dans tous les sens. Donc, comment est-ce qu'on peut encadrer notre Bon, travail? qu'est-ce que vous avez entendu par le fait internationalement illicite? Oui. Non, c'est pas moi qui vous demande. La commission d'un fait internationalement illicite et le fait internationalement illicite. C'est deux sujets bien différents. La situation constatée, le fait internationalement illicite, c'est une situation qu'on a constatée qui a été déjà dommagée. Parce que si ça cette situation, on peut, établir certaines conclusions. Qui vous a dit que forcément le fait internationalement illicite constaté est déjà dommagé? Qui l'a dit? Est-ce que le fait internationalement illicite constaté est dommagé? Oui. Bien, je vois votre gêne. Vous avez dit deux choses différentes. La commission du fait internationalement illicite et vous avez parlé du fait internationalement. C'est deux choses bien différentes. Deux choses. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on vous dit par exemple, c'est comme si on vous disait la commission du vol et le vol. La commission, c'est vous le dites très bien. Le vol, c'est quoi? C'est l'infraction. C'est deux choses différentes. Non, c'est deux choses différentes. La commission, c'est lorsque justement le vol a été effectif et qu'on va voir comment est-ce qu'il est mis en règle. Maintenant, on te dit le vol, c'est une prise en compte de manière comment? Faut pas confondre cela. Naturellement. Bon, pour ce débat, on a pas assez de temps, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du fait international illicite, n'est-ce pas? Le fait international illicite peut se produire par commission ou bien par action. Parce que là, vous avez donné une seule partie, vous n'avez pas donné l'autre partie. C'est pourquoi il a dit c'est autre chose. Vous êtes déjà dans le dans le sujet, et c'est que l'encadreur continue, il a une méthodologie. Mais nous, on a posé la question, qu'est-ce que le fait international illicite pour que les autres camarades puissent comprendre. Oui. Le fait illicite, qu'un État ou même une organisation internationale viole ou bien viole une loi qui a été déjà anti-traitée dès le départ, il a accepté dès le départ et après il viole ça pour la recherche immédiate. D'accord. Oui. Moi, je dirais que le fait international existe tout acte ou omission qui sont contraires aux obligations juridiques des États envers la communauté internationale. Oui. On va revenir dessus. Nous sommes dans autre chose. On reviendra. Sinon, elle ne va pas avancer. Oui. Voilà pourquoi je disais que la définition des termes était très importante. Tout fait. Son acte, il va rencontre les règles du droit international. Le fait internationalement illicite, c'est quoi? En fait, ne comprenez pas le fait internationalement illicite dans l'esprit d'une commission. La commission d'un acte quelconque. Non. Comprenez-le ainsi. Lorsqu'on vous dit, par exemple, le vol. Le vol, c'est quoi? C'est une infraction. Est-ce qu'on a dit que quelqu'un a volé? On vous a dit c'est quel le vol? De manière générale, c'est quoi le fait internationalement illicite? C'est simplement le fait pour un État de ne pas respecter son caractère d'obligation vis-à-vis d'un traité ou un accord qu'il a convenu. C'est tout. C'est tout. Oui. Ou simplement la violation d'un droit interne. C'est tout. Oui. Oui. J'ai dit, est-ce que le fait international ici traduit-il une véritable contrainte juridique
Et j'ai parlé dans la première partie, j'ai parlé de la qualification du fait internationalement ici. Et en deuxième partie, j'ai parlé de les conséquences qui nous sont de ce fait. Et si je reviens par rapport à la première partie, en grand temps, j'ai parlé de l'implication du comportement de l'État. Et en grand B, j'ai parlé de la violation d'une obligation internationale. Dans la deuxième partie, grand A, j'ai parlé de, comme conséquence, j'ai parlé de la responsabilité internationale de l'État. Oui. Et en B, j'ai parlé de formes de réparation, telles que la restitution, la compensation financière et autres. Bien. Il faut pas dire autres, il y a trois. Bien. Il y a restitution, Oui. compensation Oui. financière et satisfaction. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que, désolé, déjà, l'Assemblée de dire que je n'ai pas pu suivre le cours de droit international public. J'ai essayé de continuer le complément à partir du document. Et si lorsqu'on parle de fait internationalement ici, d'emblée, ça concerne les États, ou bien, tenant compte du fait que la scène internationale n'est pas que régie par la Cour des États, ça concerne les individus, les OIE, tout ça. Le fait international, mais si je me trompe, concerne deux acteurs principaux. Les États et les organisations. Donc, ce schéma-là, j'ai l'impression qu'on part tout dans le sens de l'État. Puisque principalement l'État est l'acteur, le sujet comment? Rien ne peut se faire au plan international sans impossible. Bon, pour ajouter quelque chose à ta question, parce que j'entre un peu plus pour pouvoir t'éclairer. Lorsqu'on dit ici que l'État, n'est-ce pas, on engage la responsabilité de l'État pour faire internationalement illicite. L'État ici a des représentants. Est-ce que ça comprendre? Toute personne qui a un statut traduisant un État, dès qu'il commet un acte national, cet acte est imputable à l'État. Si le chef des missions diplomatiques commet un fait international illicite, on impute ça à l'État. Si les autorités exécutives, les autorités judiciaires et les autorités parlementaires qui représentent un État se retrouvant sur la scène internationale, ils commettent un fait international illicite, on ne regarde pas l'individu physique, on regarde la personne morale de droit public qui représente l'État. Donc, c'est cette précision-là que je voulais apporter. Donc, ici, il faut comprendre par le sujet le fait international illicite de l'État. Non, on n'a dit pas de l'État. Le fait international illicite. Parce que ça peut être l'État, il a si bien, ça peut être une organisation internationale, ça peut être les représentants de l'État, mais parce qu'ils ne peuvent pas avoir de personnalité juridique à se prévaloir au plan international, ils sont rattachés à un et bien. Donc, pour faire simple, on va simplement dire que là, le fait international, c'est la violation d'une loi internationale ou le non-respect d'une obligation internationale par un État. Là, nous sommes dans le fait internationalement illicite. Nous sommes d'accord? Maintenant, dans un tel sujet, il faille préalablement présenter, parce que lorsqu'on parle d'un dommage qui doit être opposé ou qui doit exister, il faut prendre deux éléments en compte. Le premier élément, c'est quoi? Les conditions, n'est-ce pas, qui entraînent la violabilité et les modalités de restitution ou de réparation. Donc, il faut prendre en compte deux éléments essentiels. Les conditions entraînant à la violation, les conditions entraînant à la commission du dommage, les conditions entraînant au non-respect d'une obligation et, deuxièmement, les modalités de réparation ou de responsabilité ou de restitution de la chose ou du fait ou du dommage ou du préjudice. Donc, monsieur, si je comprends, ce sont ces deux grands points. Oui. C'est tout. Oh là là. Il y a dit deux idées. La première idée sera traduite par quoi? Les conditions liées à la commission
de l'infraction ou du fait, du dommage, du préjudice. Et nécessairement, le deuxième élément portera sur la réparation, la responsabilité. Parce que lorsqu'on parle de responsabilité, ça implique la réparation. Comme votre responsabilité est déjà engagée, c'est pour que vous puissiez résoudre le problème que vous avez causé ou le tort que vous avez causé. Bien. Oui. Je n'ai pas encore parlé du engagement, j'ai parlé de deux idées relatives à un sujet qui porte sur un dommage. C'est pourquoi je ne veux pas vous donner mes plans pour les copier. Vous risquez de les réciter et vous allez voir un plan similaire, vous allez porter, vous allez déposer. Et quand on va mettre que vous allez dire que le docteur nous a menti, on se connaît. Je préfère que vous expliquer avec les arguments nécessaires et pas vous donner mes plans à moi. Oui, j'étais disant que lorsqu'un sujet porte sur un dommage, sur un préjudice, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément va porter sur les conditions qui entraînent, n'est-ce pas, la commission de cela. Et nécessairement, le deuxième élément va porter sur la responsabilité ou la réparation de ce dommage, de ce préjudice causé. Bien, si on revient donc à notre fait internationalement illicite, le problème ici sera donc celui de quoi? Avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut trouver de manière simple pour que vous compreniez mieux? Oui, allons sur l'appréhension. Comment peut-on qualifier? Si vous qualifiez, ça devient autre chose. Parce que vous dites, si vous qualifiez, ça veut dire que le fait national, la qualification renvoie à quoi? Est-ce qu'il est moral? Est-ce qu'il est matériel? Là, c'est déjà la qualification qui est autre chose. Oui. Donc, on est soit dans l'appréhension, soit dans la conception. Soit l'un, soit l'autre. D'accord? Non, ça, c'est vous. On va arriver. J'ai prévenu que je sais un peu. Comme c'est Gareth qui gère, j'ai dit que je sais un peu. Bien. Alors, en première, on a dit problème, la conception ou l'appréhension, problématique. Si on parle de conception, on va dire quelle conception peut-on avoir? Maintenant, si c'est l'appréhension, comment peut-on appréhender? Bien. En première partie, donc, on va présenter quoi en première partie? Grand 1. Comment? Est-ce que vous pouvez commencer par traiter d'un sujet sur l'infraction ou alors sur un préjudice sans le définir, sans présenter la notion en elle-même? C'est pas possible. Sauf que je vous l'ai dit hier, que la définition que vous faites à l'introduction n'est pas la définition que vous faites dans le plan. Je l'ai dit hier. Parce qu'à l'introduction, vous faites une présentation sommaire. Là, comme vous avez dit plus haut que c'est une violation d'une règle internationale, vous venez nous dire ça en grand. La violation là doit être quoi? Reportée sur quoi? Elle porte sur une obligation de droit. C'est ça la définition. Il y a une différence entre la définition du plan qui est sommaire et celle de l'introduction. C'est une trop grosse nuance. Vraiment. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit, je me dis qu'il est obligatoire, d'abord dans le traitement d'un sujet, de commencer ce grand 1. Je disais que par rapport à ce que le docteur vient de dire, je pose la question s'il est obligatoire, en traitant un sujet, de commencer le grand 1 par des concepts théoriques. Non. Je vous ai dit que tout est fonction de la problématique. Tout est fonction de la problématique. Parce qu'à la base, lorsqu'on parle d'appréhension, ça renvoie à quoi? À la compréhension. Non. Appréhension renvoie à quoi? Non. Non. À la définition. L'appréhension renvoie à la définition. Maintenant, si vous dites comment peut-on appréhender le fait nationalement illicite, c'est la question.
On peut l'appréhender par sa définition grand 1, on peut l'appréhender par son régime de responsabilité grand. Voilà. Ce qui nous impose en grand 1, ouais, la notion de... La notion. Il faut nous présenter ce qu'on entend par fait internationalement illicite. La notion. Oui. Docteur, si vous permettez, bon, moi je suis juriste, j'ai une formation dans le domaine. Et nous, quand on nous demande de donner la problématique, Oui. comme on a appris, dans ce cas, par exemple, pour vous parler de la prévention, comment appréhender le fait internationalement illicite, tout à l'heure vous aviez dit que c'est un peu global et que ça fonctionne sur les éléments. Non, je n'ai pas dit appréhension, j'ai dit conception. Conception. Voilà. Si quelqu'un parle d'une problématique ou parle de conception, Oui. chez nous, presque on nous a dit qu'il est obligatoire de mettre tous les éléments. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de différent. Oui, en fait, là tout de suite, quand vous avez cité tout ce qu'il y a comme élément à l'intérieur, c'est-à-dire les caractéristiques, les conditions, la définition, voilà. Donc là, moi, je me disais que si on parle de conception, c'est qu'on doit trouver un plan détaillé qui met tous ces éléments-là à l'intérieur. Dans ce plan, il y a tout ça. Grand 1, tu vas comprendre au fur et à mesure qu'on va écrire. Grand 1, la notion de fait internationalement illicite. C'est notre grand 1. Au grand temps, là, c'est si on parle de la prévention, pour la conception, bien c'est pas. Bon, là, je suis, même pour les deux, ça peut passer. Même dans les deux cas. Même dans les deux cas, ça passe. La notion de fait internationalement illicite, c'est le grand 1. En grand temps, on présente donc quoi? Donc, la notion renvoie à la définition. Donc, en grand temps, on va présenter quoi? La violation d'une obligation. Grand temps, la violation d'une obligation internationale. Grand temps, la violation d'une obligation internationale. C'est bien que ça vous a créé le plan. Mais la violation peut se faire de quelle manière? Elle peut se faire par action ou par omission. Petit 1, petit 2. Une violation par action, petit 1, une violation par omission, petit 2. Si tu as la conception, tu entres dans les conditions. C'est par omission ou par omission? Omission. Omission. Oui. La différence, c'est quoi? L'action voudrait dire que c'est volontaire. L'omission peut être volontaire ou involontaire. Comme vous dites souvent, j'ai oublié de faire. Tu n'as pas prévu, ne pas laisser, n'est-ce pas? Mais là, c'est une omission. L'omission peut aussi être volontaire parce que les États sont particuliers qu'ils s'appuient souvent sur leur souveraineté là pour faire certaines choses pour dire qu'il a oublié. Par contre, dans un contrat que tu as signé, si tu oublies, c'est toi le problème. Si par exemple, tu dis au bailleur que tu payes tous les 5 du mois, que le bailleur te pointe les 5, tu n'as pas son argent, il fait comment de toi? À qui la faute? C'est toi qui as oublié. Tu devais payer. Il y a aussi des éléments Oui, là-bas, c'est autre chose. Il y a les conditions d'exonération qui sont ailleurs. Comme par exemple le cas de force majeure, ainsi de suite, c'est ailleurs, n'est-ce pas? Mais ici, principalement, les deux éléments permettant de mettre en exergue la violation, n'est-ce pas, ça porte sur quoi? Une violation qui peut avoir d'action ou par avoir d'omission. Bien, grand B. Grand B. Grand B. Action, petit 1, omission, petit 2. Maintenant, en grand B, il faut bien que l'on sache que celui qui a causé, n'est-ce pas, le fait internationalement, l'attribution. Grand B, l'attribution à un sujet de droit international. Grand B, l'attribution à un sujet de droit international. L'attribution sur le droit international. Oui. Si. Nous sommes d'accord? Il a dit grand B, l'attribution à un sujet de droit international. Parce qu'on va rattacher la faute commise, n'est-ce pas,
On ne peut pas juger tout le monde pour le problème, pour l'erreur d'une personne. Il faut bien qu'on détermine qui a commis la faute. Oui. Oui, oui. Mais l'imputabilité n'est pas trop le jargon international. Parce que l'imputabilité renvoie déjà au droit administratif. Vous avez dit que chacun a son jargon. Et il y a un dictionnaire pour chaque matière du droit. Le droit international, c'est un dictionnaire. Le droit constitutionnel, c'est un dictionnaire. Le droit administratif, c'est chaque matière. Parce qu'il y a des termes qui sont propres à chaque enseignement. Quand on dit que les enseignements peuvent être autonomes, mais pas indépendants. Non, pas encore. Pas encore. Il y a dit grand B, l'attribution à un sujet de droit international. Petit 1, l'attribution à un sujet principal qui est l'État. L'attribution à un sujet secondaire qui peut être une OI, et ainsi de suite. Nous sommes d'accord? Bien. Petit 1, l'attribution à un sujet principal ou originaire. 2 points, l'État. Oui. Originaire ou principal? Parce qu'on a déjà dit l'attribution à un sujet originaire, 2 points, l'État ou les États, n'est-ce pas? Maintenant, un petit 2, l'attribution à un sujet dérivé, 2 points, les organisations internationales et tout. Est-ce que là, ça va? Bien. Grand 2. Grand 2. Grand 2. On peut parler ici soit de la portée, soit des effets. N'est-ce pas? La portée du fait internationalement illicite ou encore les effets du fait internationalement illicite. Pardon? La portée. La portée ou encore les effets. Non, pas la finalité. Lorsqu'on parle de portée, ça veut dire les implications que ça aura, les incidences. Les conséquences. Les conséquences, les incidences. La portée. C'est ça, c'est vous qui le dites. Oui. Oui. Elle va à l'intérieur, ce sont les effets. Parce que justement, il y aura imputabilité, comme il a si bien dit, on rattache à noter. Dès qu'on sait qui a fait le tort, on engage ta responsabilité. Bien. En fait, si je comprends bien, par rapport aux soucis, S'il vous plaît. Oui. si je comprends par rapport aux soucis, c'est comme nous avons pu le faire dans les années antérieures, c'est-à-dire, on avait souvent l'habitude de traiter le sujet de sens qu'on avait des causes et des conséquences. Et là, je comprends, c'est juste le jargon qui change. Par exemple, au niveau. Pas toujours, ça dépend du sujet. Parce que là, quand on parle par action, c'est les causes. Qu'est-ce qui se cause? Ça dépend du sujet. Ça ne veut pas dire que les sujets sont cause et effet, non. Il dit bien que ça dépend du sujet. Parce que si on vous dit par exemple le traité, où est la cause, où est l'effet? Oui, c'est ça que ça dépend du sujet. Ça dépend, c'est le sujet en fait qui vous impose un raisonnement. C'est le sujet, il n'y a pas de raisonnement arrêté, c'est le sujet qui vous impose un cheminement. Bien. Grand A. Naturellement. Grand A. L'engagement de la responsabilité ou alors l'élément déclencheur de la responsabilité. Grand A, l'élément déclencheur de la responsabilité. Tu vois, dans la question que tu posais, c'est parce qu'il y a fait un semaine ici qu'on a rattaché à quelqu'un qu'on déclenche là. Bien. L'élément déclencheur de la responsabilité. Madame? Oui. L'élément déclencheur de la responsabilité. Bien. Alors, le fait générateur ici peut avoir 2 points. Il peut se voir sur 2 plans. Il peut être direct comme il peut être indirect. Le caractère direct peut renvoyer ce qu'on a dit plus haut, l'action. L'action. Non, pourquoi?
C'est vous qui avez nettement l'impression. Justement, voilà pourquoi je disais. D'accord, je disais donc, l'élément déclencheur de responsabilité, c'est ça, n'est-ce pas? Ou encore le fait générateur de la responsabilité. Petit 1, la naissance d'un préjudice direct. La naissance d'un préjudice direct ou indirect. La naissance d'un préjudice direct ou indirect. Ça, c'est le petit 1. Nous sommes d'accord? Bien. Petit 2. La naissance d'un préjudice matériel ou immatériel. Immatériel renvoie à moral, psychologique. Ça va? Ça veut dire qu'on n'a pas uniquement un préjudice qu'on peut voir. Il y a des préjudices qu'on ne voit pas, mais qui sont effectifs. Nous sommes d'accord. Le préjudice moral ne peut pas se voir, mais il peut se ressentir. Il peut bel et bien se ressentir. Comme actuellement, l'affaire qui est sur la toile où la femme s'est suicidée avec les 3 enfants pour infidélité de son mari, par exemple. Les préjudices là-bas n'est pas toujours physique, mais c'est parce qu'elle a ressenti. C'est ce qu'elle a ressenti qui a impliqué, n'est-ce pas, son art. Ça n'avait pas arrivé qu'un préjudice ne soit pas visible, mais qu'il soit comment ressenti. On parle du préjudice moral, oui. 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 Est-ce que dans le développement, dans l'explication, on ne discute pas de se répéter? Pas du tout. C'est pas mieux de parler des modalités de réparation familiale. Les modalités font partie de la responsabilité. C'est parce que vous serez responsable qu'il y aura une qualité de produit que vous avez commis, qu'il y aura des modalités à. D'accord? Oui. Parce que si vous n'embrayez pas les modalités, comment est-ce qu'on peut résoudre un problème sans avoir déterminé le préjudice de ce problème? Comment? On détermine d'abord, avant de tomber au niveau des modalités de réparation. D'accord? Ok, pour répondre, pour qu'on aille encore également vite, lorsqu'on parle du préjudice, il y a ici ce qu'on peut dire le préjudice médiat, le préjudice immédiat. Ça veut dire que l'action a été causée soit par le représentant d'un État, ou l'action a été causée par l'État lui-même. Vous pouvez utiliser ces arguments-là pour enchérir votre partie également. Est-ce qu'on se fait comprendre?